Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes toujours à Lyon, salon Eurobois 2024. Et avec mes trois invités, nous allons parler d'utilisation du bois dans la construction. Et on va voir que c'est une solution fiable et durable. Enfin, j'espère. À côté, pour en parler avec moi, Roger Garivier. Bonjour, Roger. Bonjour. Vous êtes dirigeant de la manufacture Bois-Paille. Comme son nom l'indique, vous travaillez le bois et la paille, c'est ça ? Absolument, on a essayé de trouver un nom qui illustre pas mal notre activité, donc ça marche. Donc on est fabricant d'ossature bois qu'on isole pour la majorité avec de la paille ou avec d'autres isolants biosourcés quand ça s'y prête mieux. À côté de vous, Marie Sorilla AO, bonjour. Bonjour. Marie Sorilla, vous êtes déléguée générale du cluster éco-bâtiment. Je ne vous demande pas de le présenter parce qu'on va y revenir. Et à côté de vous, monsieur Mathieu Cambura, bonjour. Bonjour. Mathieu, vous êtes architecte. Le studio Shibuni, c'est japonais ça, hein ? Oui, absolument. Dites-moi tout. Eh ben, je suis architecte depuis une dizaine d'années et j'ai eu la chance de grandir en tant qu'architecte dans une agence qui manipulait et aimait beaucoup le bois. Donc aujourd'hui, c'est une pratique que je reproduis dans mes projets actuels. Et pourquoi le Japon ? Pourquoi cette allusion au Japon dans le nom de votre agence ? C'est une histoire, en fait, Shibumi, c'est à la fois un mot qui désigne une forme d'esthétique et puis c'est aussi un roman qui m'a beaucoup marqué. Voilà, donc ça, je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Ça marche. Marie Sorilla, le cluster éco-bâtiment, qu'est-ce que c'est ? Alors, le cluster éco-bâtiment, c'est une structure régionale. Donc, on est vraiment ici en Auvergne-Rhône-Alpes, on est les locaux de l'étape. C'est une structure qui va permettre de faire travailler ensemble des entreprises, des organismes de formation, des institutionnels sur la montée en compétences, la montée en puissance et le développement économique de l'éco-bâtiment, donc la performance énergétique et environnementale des bâtiments. D'accord. Et donc vous vous intéressez forcément aux matériaux biosourcés et au bois. Effectivement, alors le bois, les matériaux biosourcés, tout ce qui va être donc autour de la performance environnementale, et le bois en est la force première. On va travailler sur les différents maillons de la chaîne pour faire donc monter tout le monde en puissance. Donc on a des architectes, on le voit des industriels, mais aussi des fabricants, des fournisseurs d'équipements, de matériel, des promoteurs immobiliers, etc. Donc nous, notre rôle, c'est de structurer l'ensemble de la filière de l'éco-bâtiment, dont le bois, dont le biosourcé, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, en sachant qu'on a des partenariats vraiment très appuyés et très forts avec des filières bois spécialisées dans le bois, et notamment Fibois Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, et on va en parler avec vous tout à l'heure. En quoi c'est important de structurer une filière ? Parce que finalement, on se dit, les acteurs étaient là, il n'y a pas de raison qu'on les structure davantage qu'ils ne le sont. Alors, si, il y a vraiment besoin, parce que si on n'organise pas la spontanéité, on n'arrive jamais à rien faire. C'est-à-dire qu'en fait, surtout dans le bâtiment, historiquement, on agit beaucoup en silo. Donc on désilote les différents métiers. Historiquement, l'architecte ne parlait pas forcément au bureau d'études, le bureau d'études à l'entreprise de mise en œuvre, etc., etc. Là maintenant, nous, notre rôle, c'est vraiment d'arriver à décloisonner tout ça, de travailler sur du collaboratif, du coopératif, du collectif. Donc que chacun puisse apprendre qu'est-ce que fait l'autre, pour travailler vraiment en bonne collaboration. Et c'est uniquement comme ça qu'on arrivera à avoir des projets qui soient efficients. Parce que sur la technique, ils en parleront mieux que moi, la technique en elle-même, on sait faire. Souvent, le maillon manquant, c'est ce côté humain, ce côté collaboratif, coopératif. Donc nous, on organise vraiment cette structuration de filière, c'est la base de la réussite. La base de la réussite, et avec le matériau bois, la construction bois, puisqu'on parle bien de construction bois, mais on va voir que la construction bois, ça embarque toute la filière. Comment vous travaillez spécifiquement avec le secteur de la construction bois ? Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Là, début mars, on va organiser avec Fibois une réunion, on appelle ça la réunion avec les signataires du pacte bois biosourcé. Donc il y a un certain nombre de signataires au niveau de la région qui ont signé ce pacte, pour s'engager à utiliser du bois dans leur construction, leur rénovation. Donc en fait, Fibois va inviter les signataires de ce pacte à venir. Nous, on va inviter nos entreprises. Et l'idée, c'est que les deux apprennent à se connaître pour collaborer et pour donc faire des chantiers, des projets ensemble. Donc ça, c'est du très très concret. On est toujours dans de l'opérationnel, dans du concret. C'est comment on fait rencontrer l'offre et la demande pour que finalement, l'ensemble du marché auvergnat-rhône-alpin puisse évoluer sur la construction bois. Alors, quand on a préparé cette émission, on a parlé de solutions fiables et durables. Et si je vous dis donc solutions fiables et durables, qu'est-ce que ça évoque pour vous ?
Alors, le durable, alors on va reprendre la définition très simple du développement durable, hein, c'est le social, c'est l'économie, c'est l'environnement. Le bois est vraiment au centre de tout ça. On a une filière, alors Mathieu, je pense, en parlera bien plus, mais on a une filière bois en Auvergne-Rhône-Alpes qui se structure. On est une des régions où on a le plus de forêts. C'est une solution fiable parce que c'est une solution qui existe déjà depuis moult temps. Maintenant, elle revient beaucoup plus sur le devant de la scène, justement par ses qualités, ses performances durables, ses performances environnementales. Et ce que je tenais aussi à souligner, on n'est pas monomatériaux. Enfin, en tout cas, nous, au cluster éco-bâtiment, on ne va pas défendre un matériau plus qu'un autre. On se dit que tous les matériaux ont leur place. Simplement, c'est le bon matériau au bon endroit. Et la solution fiable et durable du bois, elle peut aussi complètement être en mixité avec du béton. Il y a aussi des bétons, d'ailleurs, béton de bois. Donc il y a plein de technologies, plein de techniques différentes qui existent. Et le bois est un allié aussi de tous les autres matériaux. C'est ça, c'est pas un matériau contre un autre, hein, comme on a parfois entendu. On est vraiment, mais là, je pense que maintenant c'est bien intégré. L'histoire du bon matériau au bon endroit, plus personne ne le conteste, on va dire. Oui, quoique. Mathieu, vous êtes architecte, vous travaillez avec le bois principalement. Donnez-nous un petit peu pourquoi le bois, pourquoi vous travaillez avec le bois, qu'est-ce qu'il vous apporte et dans cette optique de solutions fiables et durables. Et après, on verra les actions que vous menez en tant qu'architecte avec Fibois. Alors le bois, effectivement, c'est un matériau qui a plein d'intérêts et plein de moteurs, je dirais. Premier moteur, il est avant tout le cœur et le bois, c'est un matériau qui est extrêmement émotionnel. On ne peut pas se couper de ses sens et effectivement, il y a une forme de sensualité, on peut le dire comme ça, qui se dégage du bois. Et on ne peut pas nier le fait que les architectes et de la même manière, toutes les personnes qui sont investies dans la filière et dans le monde de la construction ne sont pas sensibles à la question du beau et du ressenti vis-à-vis du bois. Donc ça, c'est le premier moteur qui, je pense, pousse les concepteurs à utiliser le bois. C'est aussi valable pour d'autres matériaux, mais le bois est particulièrement, on va dire, vrai dans cette affirmation. Le deuxième moteur, il est plutôt en lien effectivement avec les convictions qu'on porte, avec un peu peut-être les tripes. Effectivement, aujourd'hui, on le sait, le monde ne peut pas continuer de tourner comme il a tourné depuis une centaine d'années. On a des normes environnementales qui évoluent plutôt dans le bon sens, avec la RT12, la RT 2005, puis maintenant la RE 2020. Donc on le sait, aujourd'hui, le bois, c'est un puits carbone. Il n'y a pas besoin effectivement de l'expliquer à tout le monde, on est tous au courant. Donc effectivement, c'est un matériau qui est poussé par les évolutions actuelles de la société. Après, il faut mettre deux bémols à ça. Le premier, c'est que l'impact carbone, qui est un des indicateurs majeurs de la nouvelle RE 2020, n'est pas le seul à prendre en compte dans ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie. Il y a d'autres indicateurs qui peuvent parler de l'environnement. Et puis, il y a bois et bois. Entre guillemets, il y a le bois ultra local et puis il y a le bois ultra transformé qui vient des forêts de Sibérie. Voilà. Donc il faut nuancer la question environnementale. Oui, bien sûr, il y a tout un aspect et on comprend bien que le bois local est beaucoup plus intéressant finalement dans son aspect écologique et bas carbone qu'un bois qui vient de loin et qui est transporté. Ça c'était un argument beaucoup au départ quand on a commencé à parler de construction bois qui était mis en avant, mais on a de plus en plus de bois locaux aujourd'hui qui sont utilisés. Par exemple ici. Mais avant, allez-y, puis après je vous donne la parole, Roger. On pourra en parler avec Roger parce que je pense que sur la question on se rejoint. Mettre en œuvre du bois local, c'est quand même un peu le parcours du combattant parce qu'en fait, on se rend compte effectivement que le bois, c'est un matériau qui est extrêmement riche et qui, comme on est sur le salon Rebois, on voit qu'il regroupe une quantité de métiers, d'industriels, de fabricants, de compétences et qui fait que c'est une filière extrêmement riche, extrêmement variée. Et effectivement, il y a plein d'acteurs qui regardent pas tous forcément dans la même direction, qui sont concernés par des problématiques ultra locales, qui ont en lien avec l'économie, le climat, les questions de domanialité, et puis aussi régis par le commerce international. Donc en fait, mettre en œuvre du bois local, ça exige de connaître un petit peu tous les maillons de cette filière, du producteur jusqu'à effectivement à celui qui va s'occuper du chantier forestier, du scieur, première transformation, deuxième transformation, charpentier, etc.,
pour pouvoir y arriver. Mais ce n'est pas évident et il suffit qu'il y ait un maillon qui saute pour qu'on ne finisse pas avec du bois local. Donc c'est pas si simple que ça. C'est un peu votre rôle, Marie Soria. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a des, alors il y a des labels, il y a des choses qui existent au niveau régional aussi. Mais effectivement, en termes de volume, il y aurait encore vraiment de quoi faire. C'est pour ça que la structuration, elle est vraiment encore importante. Parce que comme tu le dis, il y a plein de maillons. Et en fait, c'est l'ensemble de ces maillons qu'il faut qu'on arrive à faire avancer en même temps pour avoir aussi de la qualité. Il faut avoir du volume et de la qualité qui puissent répondre justement aux besoins alors, du geste architectural, du dessin architectural, mais aussi, Roger puisse en parler, des industriels. Ah ben justement, allons-y, mais vous allez répondre à la même question que vos camarades. Si je dis bois fiable et durable, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est s'appuyer sur toutes les normes, sur tout le savoir-faire en fait, pour construire et que ça tienne. C'est le cas du bois évidemment. C'est aussi le cas de la paille. Donc ça, on l'explique de plus en plus. Hein, la maison la plus vieille en France en bois paille, c'est la maison Feuillette. Elle a 104 ans. Elle a été rénovée il y a quelques années et en fait elle était dans un état de conservation super. La paille, on pouvait la remettre dans les champs et le bois n'avait pas bougé. Donc durable, c'est dans la durée, c'est pas un effet de mode. Hein, des fois j'entends ah oui, le bois paille c'est tendance, mais enfin on fait pas ça pour être tendance. Hein. Enfin, on fait ça pour décarboner, on fait ça pour construire des bâtiments dans de bonnes conditions et que ça dure, quoi. Donc durable, et puis c'est, je rebondis un peu sur la notion de circuit court. Pour moi, durable, ça sous-entend une certaine cohérence globale de tous les compartiments du jeu. Le circuit court, ça en est un. Et évidemment, si on prend du bois et qu'il a fait 2000 km en camion, on imagine que le bilan carbone, c'est pas tout à fait le même. Donc est-ce que ça reste cohérent ou pas? On peut se poser la question. N'empêche que pour travailler du bois durable, moi, ça m'a pris 2 ans. Voilà. Parce que le bois, le Douglas, partait à l'étranger. J'allais pas lui courir après. Et quand je dis travailler, c'est dans des conditions aussi économiques satisfaisantes. Et donc, depuis quelques mois, mon bois massif, c'est du Douglas qui vient du Haut-Beaujolais avec un certificat de provenance qui est transformé pas très loin d'ici. Donc il doit faire une petite centaine de kilomètres maximum avant d'arriver à la seconde transfo et qu'on fabrique des ossatures avec. Vous êtes basé où exactement? À Villefranche-sur-Saône, donc Villefranche-sur-Saône. Au nord de Lyon. Au nord de Lyon, donc pas loin du Beaujolais, donc pas loin des sources de Douglas. Absolument. Pourquoi la paille va bien avec le bois? Bois plus paille, on a un puits carbone inégalable. On vient de finir notre FDES, donc qu'on va publier là sur la base Ignès. On stocke au mètre carré plus de 107 kg de carbone biogénique. Donc c'est très élevé. L'intérêt de la paille, ça fait comme le bois, puis de carbone, mais tous les ans, quoi. Donc le bois, on a... C'est un peu plus long. Le cycle de vie est voilà, un peu plus ouais, et parfois, d'ailleurs, ce cycle du bois vient s'interférer. C'est un peu le temps long. Et on est dans une société, c'est tout de suite, immédiatement. Il faut avoir des résultats. Moi, quand j'ai démarré la manufacture bois-paille, personne m'a dit oh, mais ton premier bilan, on s'en fout, c'est bon, on te laisse le temps de machin. Voilà. Donc le bois, c'est un peu pareil. C'est des échelles de temps très longs. Et dans le Beaujolais, par exemple, un Douglas, il va mettre 70 ans arrivé à maturité. Comme ils ont tout planté en même temps, après-guerre, etc., les récoltes sont en train d'être faites tout en même temps. Et là, les gens regardent, oh, il y a des coupes, il y a des machins, il y a des trucs. Ouais, c'est du bois d'œuvre. Mais ça a mis 70 ans. Donc l'échelle de temps du bois et de la société et des affaires, etc., n'est pas forcément la même. Et c'est un vrai sujet aussi. C'est un vrai sujet aussi, mais alors on va essayer de ne pas aller aussi sur tous ces sujets-là, mais on peut en parler. Comment on travaille bien ensemble le bois? Qui veut répondre? Qui commence? Ensemble. Ensemble. Puisque c'est un peu le but du jeu, hein, de notre petite rencontre.
Le bois, c'est un matériau complexe et exigeant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Il y a plein d'essences. On parle du bois de manière générale depuis tout à l'heure, mais c'est quand même pas la même chose de travailler du Douglas que du chêne ou du châtaignier. Donc effectivement, il y a une grande diversité des essences et qui ont toutes leurs spécificités, toutes leurs filières. Après, il faut effectivement être entre guillemets s'entourer de compétences, parce qu'en plus on a une spécificité un peu française, d'avoir une couche normative un peu complexe qui évolue régulièrement. Je vais pas rentrer dans le débat, mais on est tous plus ou moins concernés de près ou de loin. Et donc il faut savoir rester éveillé aux évolutions des normes, et pour ça il faut pouvoir compter sur les professionnels qui sont en capacité de nous aiguiller, de nous conseiller, et qui regardent dans la même direction que nous. Et c'est ce que je trouve formidable dans la filière du bois, c'est qu'il y a une capacité de la plupart des acteurs, ou même de l'ensemble des acteurs, à effectivement s'entraider pour pousser ce matériau, parce qu'à chaque fois, on arrive à faire des démonstrations vertueuses de son utilisation. Et donc, on n'a pas de difficulté à mettre en œuvre du bois si on sait être à l'écoute de ceux qui le connaissent le mieux, ce que je ne prétends pas du tout être, mais au contraire d'aller chercher effectivement les gens qui sont compétents sur tel ou tel sujet, par exemple travailler avec Roger si on a besoin de murs préfabriqués. De murs bois paille. Vous me disiez tout à l'heure, c'est important de travailler en amont, c'est certainement quelque chose de très exigeant que de travailler avec le bois. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Pourquoi c'est important de travailler en amont, plus en amont? Alors, effectivement... Et l'amont, vous le mettez où d'ailleurs? Oh là, APS, même avant, ça. En fait, on a effectivement, il y a au-delà de l'évolution des matériaux qui sont et qui vont être utilisés de plus en plus, donc de l'essor du bois dans la construction. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a ça génère une vraie révolution finalement qui est assez silencieuse, qui est assez rampante, mais que je trouve extrêmement prégnante sur la manière de faire. Et donc là, on rejoint l'anticipation. Et nous, de notre fenêtre, l'évolution est une révolution parce qu'elle est vraiment radicale. Je ne sais pas, il y a peut-être 3-4 ans, on pouvait être que exécutant le dernier maillon de la chaîne, quelque part. Voilà, faites ce qu'on vous a dit de faire parce qu'on est les sachants et vous êtes les faiseurs. C'est plus du tout ça. Et on a des observations très concrètes. Le modèle de développement de projet qui était finalement assez siloté, il y avait beaucoup moins de collaboratifs avec des nouveaux matériaux comme le bois et autres. Si on déroule un projet comme on déroule un projet tout béton, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir les bonnes compétences, on ne va pas faire les bonnes conceptions, on ne va pas avoir les bons coûts objectifs et le projet va s'enliser et va s'arrêter. C'est le cas d'énormément de projets en ce moment. Et quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit souvent qu'ils ont été amorcés, déroulés comme on a toujours fait. Hein, on l'entend assez souvent. On entend deux choses, on a toujours fait comme ça et on n'a pas trop envie de s'embêter. Donc, et du coup, l'anticipation, c'est ce que demande, c'est ce que réclame, de mon point de vue, ces matériaux biosourcés et le bois en tête, pour mettre autour de la table les bonnes compétences qui vont permettre d'atteindre l'optimum technico-économique, sachant que c'est très complexe, que tout le monde ne sait pas tout, et que du coup, on est obligé à plusieurs, on va plus loin, comme dit le proverbe. Donc c'est notamment pour des raisons de complexité. Et pour aller encore un petit peu plus loin, jusqu'où... Vous êtes presque en train de nous faire peur, là. Non, pas du tout. Non, au contraire, c'est comme tout changement, il y a des risques et il y a des opportunités. Hein. Ça dépend de comment on le voit et comment soi-même on se positionne. Si on est réfractaire au changement, on va plus voir des risques. Si finalement on se dit, tiens, c'est quand même... Ce qui se passe aujourd'hui, c'est assez unique. Tout le monde ne l'aura pas vécu. Nous, on est dedans. Allons-y. Et puis, on va voir ce qui va en ressortir, quoi. Les points de excusez-moi, c'est la fin de la journée bientôt. Les points de vigilance, lorsque justement on se lance dans ce type de projet, c'est quoi?
La vigilance, c'est déjà une conception à coût objectif qu'on puisse tenir, hein. Le premier truc, ça serait de travailler, se faire plaisir, et puis pour arriver nulle part, enfin, en tout cas qu'il n'y ait pas une concrétisation avec un projet. Ça, c'est un vrai risque. En amont, on va dépenser de l'argent et finalement, on va bloquer plus ou moins rapidement. Donc, quelque part, c'est peut-être mieux tôt. Comme ça, il y a moins qui est engagé. Mais au final, on va bloquer. Après, il y a des vigilances beaucoup plus techniques. Je vais prendre un exemple concret. Le bois n'aime pas trop l'eau et la paille encore moins. Parce qu'au-delà d'un certain seuil, elle composte et c'est irréversible. Bon. Quand on réfléchit en amont sur des conceptions, notamment quand on fait un CCTP, ce sujet-là doit être pris. C'est un petit détail, hein, c'est vraiment une. Non, mais c'est important de voir là Ouais. jusqu'où on va et le niveau de détail, parce qu'on est toujours dans notre idée de fiabilité, de durabilité. Donc, si la paille compost, c'est pas durable. Tout à fait, tout à fait. Et donc, réfléchir et se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quelles sont les conditions, faisables ou pas faisables, à mettre en place pour être sûr que le déroulement de la conception jusqu'à la réception et dans la vie du bâtiment, qu'on soit sur quelque chose de durable. Je prends l'exemple avec la protection par rapport à l'eau. Des discussions avec des économistes, avec des bureaux d'études. Moi, quand ils viennent visiter l'usine, on a eu énormément de visiteurs parce qu'il y a une vraie curiosité par rapport à ça. On a eu plus de 650 visiteurs là, en 2 ans. Quand il y a des maîtrises d'ouvrage ou des économistes ou autres, je leur dis, vous savez, ça va changer des choses sur les CCTP. L'exemple de la protection des ouvrages. Je lui dis, là-dessus, il faut vraiment mettre l'accent sur la protection des ouvrages. Et on me répond, ah ouais, mais c'est dû. Je dis, oui, non, mais c'était dû à protéger du béton, de l'isolant, laine de verre et autres. C'est plus la même chose. Là, on est obligé. Et qu'est-ce qui se passe si vous ne changez pas le CCTP ? Les sérieux, ils vont faire une ligne, ils vont le valoriser. Les pas sérieux ne vont pas le faire, ne vont pas le valoriser, on va voir le marché. Donc, faites une ligne et analysez cette ligne de protection des ouvrages pendant la phase de mise en œuvre. C'est fondamental. Deuxième chose, deuxième exemple. Deuxième exemple rapide. Oui, concret. Le lotissement. On bouge aussi le lotissement. Pour gratter 5 000 €, lotir, mettre la charpente d'un côté et le couvreur de l'autre, sachant qu'on a des murs bois paille, j'ai dit c'est une bêtise. Voilà, grouper, au moins l'entreprise aura les tenants et les aboutissants pour enchaîner ses activités et qu'il n'y ait pas un trou béant de 6 semaines entre la fin de la charpente et le début de la couverture, parce qu'on sait que la paille a de grandes chances d'être mouillée. D'accord. On a bien compris que c'était complexe, mais en même temps, il ne faut pas faire peur. On est d'accord, Maris Soria. Ouais, juste, c'était pour compléter. En fait, c'est vrai qu'on voit que la collaboration est encore plus importante quand on travaille sur des. Alors, on a l'impression que c'est des nouveaux sujets, mais en fait, c'est des ex-nouveaux sujets ou des sujets ex-anciens. Enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais en tout cas, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'apprentissage de la globalité de l'approche d'un projet. Et ça, on avait perdu cette habitude-là. Ce qui finalement, ce qui était du bon sens il y a, alors je n'étais pas née moi, mais il y a 50 ans, 100 ans, je ne sais pas quand, on l'a perdu en fait en passant par des systèmes conventionnels de masse. Là maintenant, on est en train un peu de retrouver ça, sauf on est face à des réglementations et à un défi climatique qui est énorme, et donc du coup, ça demande des changements psychologiques importants. Et rapides. Et voilà, et donc les CCTP, tout ça, on travaille aussi là-dessus. Et je voulais juste, tout à l'heure, on parlait des différents maillons importants. Et tu disais, attention, il ne faut pas faire peur non plus, il faut rassurer. Et dans ceux qu'il faut rassurer, il y a notamment la partie des assureurs et des bureaux de contrôle. C'est pas la main. C'est pas une mince affaire. Voilà, exactement. Mais on a aussi des assureurs, ces bureaux de contrôle, pour les aider aussi à comprendre le cheminement d'entreprises comme on a autour de nous, et qui finalement rassure l'ensemble de la filière parce qu'on voit que ça peut fonctionner et que l'étude du point de rosée dans le mur de paille, tout ça, les bureaux d'études savent le faire. Simplement, il faut qu'elles pensent à le faire. Voilà. À y réfléchir. Mathieu, vous nous avez amené 2 exemples qu'on va voir à l'image là, de projets. Dites-moi comment vous avez travaillé, alors ce que sont ces projets, mais comment vous avez travaillé dans notre idée de fiabilité et de durabilité et de travail collaboratif.
Alors, de quoi s'agit-il? Alors, ouais, c'est deux petits exemples qui illustrent deux choses un peu différentes. Alors, ce projet, c'est un projet que j'ai eu la chance de suivre en chantier uniquement, puisque c'est une œuvre de Meiosis Architect, qui était une consoeur avec qui je travaille régulièrement. C'est un petit projet de RP donc à Oulin qui s'appelle la Maison du Projet. Et j'aime beaucoup cette photo parce qu'en fait, on travaille donc le bois. On voit plusieurs choses. On voit que le bois, il est aussi un des matériaux qu'il est facile entre guillemets de mettre dans une logique de réemploi. Donc là, vous avez des volets réemployés qui sont issus de tout un tas de bâtiments de la région qui ont été sourcés par des bureaux d'études tels que Bobby Réemploi. Donc effectivement, on retrouve le bois dans ce type de construction. Et puis, ce qui est important, c'est aussi qu'on retrouve la main du charpentier. On en discutait avec Roger tout à l'heure en se déplaçant dans le salon. Il y a des très belles photos de projets réalisés où effectivement le bois est bien mis en valeur. Bon, c'est un truc tout con, mais la plupart du temps, les charpentiers ne sont pas cités. Et effectivement, le bois est un matériau qui permet quand même entre guillemets, à ces artisans, à ces artistes parfois aussi, de véritablement s'exprimer. Et en tant qu'architecte, effectivement, c'est une richesse incroyable de pouvoir s'appuyer sur ses compétences, sur ce regard et sur ce chantier typiquement. On a un calpinage qui est défini sur une base effectivement d'une matière en volets réemployés et pour la mettre en œuvre, il faut faire appel à toute l'ingéniosité, toute la compétence de l'entreprise qui s'empare du sujet, s'empare entre guillemets du geste architectural et va apprendre à aimer le projet et à le mettre en œuvre d'une manière qui lui plaît vraiment et répond aussi à sa manière de fonctionner. Donc il y a vraiment l'intervention de l'entreprise qui est passionnante. Alors on va la citer, l'entreprise. C'est l'entreprise Vaganais, excusez-moi. Oui, c'est l'entreprise Vaganais qui a travaillé sur le sujet. Jérémy Hébrard, qui était le chef de chantier, qui s'est beaucoup investi, notamment sur cette question du calpinage. Et il a fallu effectivement vraiment beaucoup d'intelligence de la part de l'entreprise pour mener à bien ce chantier et beaucoup d'amour aussi du travail accompli, quoi. Pour le reste, la charpente, c'est 100% bois. Le bâtiment, c'est... Ah oui, alors après ce bâtiment, il a été voulu, c'est un bâtiment un peu témoin piloté par la CERL pour effectivement le futur écoquartier de la Solais. Et effectivement, ma consoeur et l'équipe de maîtrise d'œuvre ont vraiment, et la maîtrise d'ouvrage évidemment, ont vraiment pensé à un bâtiment entièrement en bois qui est démontable, c'est-à-dire que vous le construisez, alors certes, vous avez un radier parce qu'on est sur un sol pollué, mais le reste des ouvrages est démontable et déplaçable, donc de l'ensemble des murs, l'ensemble des finitions intérieures, des équipements techniques est démontable et déplaçable. Et puis, il fait appel à une vraie stratégie de réemploi. Et en plus, il y a d'autres éléments qui permettent un confort optimal. Okay. Voilà. On va voir le deuxième. Alors là, on a bien compris qu'il y avait le travail collaboratif avec l'entreprise, l'architecte. Oui. Et j'imagine la commune. Enfin, la commune, c'est pas une commune. Hein, c'est la CERL, c'est l'aménageur sur secteur de ville. Donc effectivement, là, entre guillemets, il y avait une belle mayonnaise qui a prise avec l'ensemble des acteurs. Bon, comme sur les chantiers, il n'y a jamais rien qui est linéaire, il n'y a jamais rien qui est 100% anticipable. Ça reste un chantier. Voilà. Mais la réalisation à la fin est là. Et vraiment, moi, ce que je tenais à souligner avec cette photo, c'est que voilà, on a le travail de l'entreprise qui est vraiment valorisé. Et c'est vraiment une des spécificités de la filière bois, c'est d'avoir des très belles entreprises qui aiment vraiment leur métier, qui aiment vraiment le matériau. Alors, il y a un deuxième projet qui est une extension. Rapidement, je vais vous demander... Oui, alors celui-là, il est peut-être un peu moins intéressant, un peu moins symbolique, mais c'est une petite extension dans la banlieue lyonnaise, à Sainte-Foy. En fait, juste ce projet permet d'illustrer une chose, c'est que à nouveau, on s'est appuyé sur effectivement la compétence de l'entreprise, donc en l'occurrence Chanvre et Bois. À la base, on voulait mettre du béton de chanvre et puis finalement, pour des raisons techniques, économiques, on n'y est pas parvenu. Mais donc, on est allé chercher cette entreprise qui nous a amené sa compétence et qui nous a permis, dans un site complètement enclavé en milieu urbain, d'arriver à une construction bois. Donc ça permet de montrer aussi que en milieu très dense, dans des conditions de mise en œuvre un peu délicates, le bois et tous les éléments préfabriqués peuvent être une solution tout à fait pertinente. Voilà. Donc fiable et durable, ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Roger, je reviens vers vous. On a aussi des images, c'est des images de l'usine, je crois.
Prenez votre micro. Oui, oui, oui. Ah ben voilà, ouais. Alors, Vous avez vu, expliquez. j'ai un peu sorti la grosse artillerie, là. Voilà, et oui, le ça- gymnase, ça- bim. Ça Voilà. rigole pas là. Hein. Ben voilà, et les murs sont en bois paille. Donc déjà, c'est pour illustrer qu'on ne fait pas que des choses C'est quel cubiques. projet ça? Ça, c'est un gymnase dans l'Isère, à Crémépieux. Vous vous souvenez de l'architecte et de l'entreprise? Ah oui, oui, oui. Ben, l'architecte, c'est Lieufauve, Techné, anciennement Techné. Et l'entreprise, ben, c'est la fête à Vagané, donc c'est Vagané aussi, voilà. D'accord. Donc là, expliquez-nous un petit peu le mode constructif qui est utilisé. Ben, là, c'est en fait une structure charpente bois, évidemment, dans laquelle, et là, il y a quelques pistes de progrès au niveau conception. On est venu s'insérer. Donc, au niveau pose, ça a quand même été très compliqué. Nous, on ne fait que fabriquer. Mais je sais que je suis venu sur le chantier, je ne suis pas resté longtemps parce que c'était compliqué. Et bon, ils ont pas mal bataillé. N'empêche que le résultat, je trouve, est vraiment intéressant. Et puis surtout, thermiquement, c'est une tuerie parce que là, on a 14 heures de déphasage. Donc, en juin, les utilisateurs pourront faire une partie de hand sans qu'il fasse 45 degrés dans le bâtiment. Et sans climatiser. Sans clim. Voilà. Là, on est d'accord, c'est des caissons bois paille qui sont assemblés au-dessus de la charpente. C'est ça. Okay. Est-ce que vous nous aviez apporté un autre projet, peut-être? Là, j'ai envoyé une photo parce que j'avais oublié de les envoyer avant. Voilà. Donc on a qu'une photo. Mais en fait, on fait vraiment tout type d'ouvrage, beaucoup de groupes scolaires. La paille de plus en plus utilisée en toiture parce qu'on doit avoir des airs assez monstrueux avec la réglementation thermique. Et puis voilà, la toiture, c'est un point d'interface donc important thermiquement. Et puis comme ça, on s'affranchit aussi de l'épaisseur des bottes de paille, qui est quand même 36 cm au sol. Quand on a un foncier contraint, ça peut poser des fois des problèmes d'équation économique. En toiture, on n'a plus trop ce problème. Par contre, se pose le problème vraiment de la protection de la paille par rapport à la pluie dont on avait parlé. Donc là, ça se traite de manière anticipée et pas à l'arrache sur le chantier. Voilà, d'où l'intérêt du travail collaboratif en amont avec tous les acteurs. Hein. On a bien vu que c'était très important. On arrive au terme de notre échange. Je vais donner la parole à Marie Soria pour que vous nous fassiez une petite conclusion et que vous nous disiez comment on va un peu plus loin peut-être aujourd'hui pour rendre vraiment cette construction bois fiable et durable. Je pense qu'en tout cas, on est vraiment sur une grosse dynamique. Voilà, et Roger et Mathieu le disaient, on a enclenché la seconde et on n'est plus du tout à la même étape qu'il y a ne serait-ce que 5 ans ou 10 ans. Donc on est sur une dynamique qui est vraiment importante et intéressante, de par des réglementations qu'on y oblige, de par des prises de conscience, de par de la structuration de filières, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et après, il y a aussi plusieurs sujets pour ouvrir un petit peu, alors on ne va pas ouvrir la discussion tout de suite, mais en tout cas pour donner des éléments aussi d'ouverture. Des sujets autour de la réversibilité, tu en as un petit peu parlé, mais le bois dans ce côté durable et fiable, il y a aussi ce côté réversible. Donc qu'on soit en rénovation, en construction neuve, c'est important aussi de travailler sur la réversibilité des bâtiments. Réversibilité, démontage, réutilisation, réemploi, exactement. Tout ça c'est des atouts. Recyclage. Recyclage. Voilà, donc ça c'est vraiment des atouts du bois. Ensuite, deuxième chose auquel je pensais aussi, c'est on parle beaucoup de problématiques de densité, notamment dans les milieux urbains. Et tu l'as un peu expliqué par le deuxième exemple, la construction bois ou la préfabrication, l'industrialisation du bois peut permettre aussi de répondre à ces problématiques de densité en faisant de la surélévation, par exemple, ou de l'extension dans des endroits qui sont assez difficiles d'accès, assez confinés. Donc le bois a aussi cet avantage-là d'être plus léger et donc de pouvoir être en surélévation sans avoir à reprendre dans l'ensemble de la structure du bâtiment. Donc ça c'est un deuxième point quand même qui est vraiment alors je ne vais pas dire du tout dans la tendance, mais en tout cas qui est dans l'histoire des choses. Et un autre point encore d'ouverture, même un petit peu plus loin, on peut se dire aussi que le bois, dans un système vraiment d'industrialisation, permet de faire de la construction hors site, où là, du coup, ça va nous permettre de passer encore à une autre phase de massification de construction, alors neuve ou rénovée, mais en tout cas là, en l'occurrence, sur de la construction neuve plutôt, sur des systèmes modulaires,
qui vont permettre vraiment d'accélérer sur des chantiers bien précis, des demandes bien précises. Je pense par exemple à des cités scolaires, sur des cités universitaires, des petits studios, des EHPAD, etc. etc. Voilà, du bâtiment de la résidence étudiante. Hein, et on peut faire plein de choses ainsi. Et d'ailleurs, Orcite, ce n'est pas seulement modulaire, c'est aussi 2D. Hein, et vous faites Oui, du exactement. 2D, vous. Ouais, c'est 2D et 3D. Et en tout cas, la construction de bois peut vraiment nous permettre de faire ça, souvent mixité avec un autre matériel. Écoutez, merci d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV nous parler donc de la construction bois dans la région Aura et puis évidemment de sa fiabilité et de l'intérêt et de sa durabilité. C'est un temps d'échange, une émission à retrouver comme toutes celles que nous enregistrons ici sur notre site Bâti-Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Salon Eurobois, France Bois Forêt et les magazines Wood Surfer et l'Atelier Bois. Merci à vous. Merci. 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 Applaudir.